Donc pour notre part, on va aborder la question de l'information et la vulgarisation. Pour commencer, il est bon de rappeler que pendant plusieurs siècles, la science a hésité entre communication et secret, et que jusqu'au siècle des Lumières, la communication scientifique, qui est destinée à une appropriation de l'information pour une prise de décision personnelle, est très faible, voire inexistante. Et cette relation difficile est notamment la cause de la religion, puisque les scientifiques ont du mal à communiquer et à aller contre le sens commun qui est nourri par la religion chrétienne. On peut se rappeler le procès de Galilée dans les années 1610 qui a critiqué le géocentrisme, le modèle selon lequel la Terre ne bouge pas et est au cœur de l'univers. Cette difficile communication, elle peut aussi être illustrée par la découverte de l'anneau de Saturne en 1656, qui est annoncé dans une publication par Huygens comme un anagramme indéchiffrable qui est accompagné d'une phrase en latin. Et il faut attendre à peu près 1665 pour trouver le premier journal scientifique européen. Et c'est à ce moment-là que naît une opposition entre deux écoles de pensée. Donc d'un côté, Ernest Renan, pour qui la science populaire est profondément antipathique, car pour rendre intelligibles ou vulgaires les hautes théories, d'après lui, on est obligé de les dépouiller de leur forme véritable. De l'autre côté, on a Camille Flammarion pour qui la rénovation de l'astronomie servirait peu au procès général de l'humanité si ses connaissances restaient enfermées dans le cercle restreint des astronomes de profession. Le terme vulgarisation apparaît au XIXe siècle, même si la pratique existait déjà. Donc, signifiant de rendre un savoir vulgaire, le mot vient du latin vulgus, qui signifie le peuple. Mais peut-on rendre un savoir vulgaire? Peut-on rendre la science accessible et populaire? Opposition de pensée qui est encore là aujourd'hui et qui a traversé toute l'histoire de la vulgarisation scientifique. Entre information et vulgarisation, comment communiquer scientifiquement et quelle place pour la communication scientifique dans le débat public? Pour parler de ce sujet, nous avons avec nous Karine Delrieux. Bonjour Karine. Vous êtes directrice de la communication à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on a quelques questions pour vous. On commence tout de suite. Donc, quel travail et rôle joue l'INSERM dans la communication scientifique? Je vous remercie. Je commence par remercier aussi pour cette invitation. Donc, merci à Sorbonne Université, merci à l'Espace d'éthique d'Île-de-France et merci Amel et Sophie pour avoir préparé ensemble cette intervention. Quelques mots sur l'INSERM tout de même. Donc, nous sommes l'organisme public de recherche référent en matière de recherche en santé, de recherche biomédicale. Nous avons un peu plus de 300 laboratoires de recherche qui sont dédiés à la science pour la santé, telle que nous l'avons bâtie comme devise qui guide le travail de tous nos chercheurs et puis de l'ensemble des près de 15 000 personnes qui travaillent à l'INSERM. L'INSERM, vous vous en doutez, a été, j'allais dire comme tous, mais peut-être un peu plus, même très, très impacté, secoué par les mois de crise Covid, car légitimement, si l'on se souhaite comme acteur référent de la recherche biomédicale, forcément, nous avons été au cœur des questionnements, des inquiétudes et on peut dire des errances que l'on a pu traverser en matière de communication scientifique. Donc, je voulais peut-être, pour répondre à cette première question, se dire, et ça a été très intéressant ce matin, ce que j'ai entendu sur le rôle, la place de la parole scientifique. Nous, la façon dont on le vit, et pour faire une petite pirouette d'entrée de discussion, c'est qu'en tant qu'organisme public et en tant qu'organisme scientifique, par rapport à la défiance actuelle, on se vit comme étant vraiment en double peine. C'est-à-dire que pour essayer de se faire entendre, on a le sentiment qu'il y a un peu plus d'embûches que pour toute autre forme de parole et pour essayer d'être en dialogue avec la société, puisque c'est le terme convenu aujourd'hui et il est très important. Donc, la place de la communication scientifique, et j'aimerais bien, si vous le souhaitez, qu'on puisse développer ça, c'est avant tout, je dirais, la place d'une communication lambda, c'est-à-dire qui est celle avant tout de savoir intéresser les gens. Nous, on a beaucoup vu pendant la crise qu'il y a eu, et vous l'avez évoqué précédemment, une petite prime à celles ou ceux qui réussissaient à se faire les plus intéressants. Je crois que ça a été le premier choc pendant la crise, c'est que cette parole scientifique
qui est habituée à se vouloir évidemment la plus claire, la plus rationnelle, la plus prudente aussi en matière, nous, de recherche en santé. On veille toujours à ne pas faire de fausses promesses ou être dans un langage proche du miracle, on va dire. Nous savons qu'il y a des patients et des personnes malades derrière qui écoutent nos propos. Mais on s'est rendu compte que une des paroles scientifiques qui s'est avérée les plus performantes avait été celle qui avait pris le soin de se rendre particulièrement intéressant. Je vous dis ça parce que ce sont des mots qu'on entend rarement en matière de communication scientifique, parce que souvent, on pense que nous avons un savoir et qu'il suffit de le dispenser. Donc, de le vulgariser, de le rendre juste à peu près clair et qu'il sera ainsi diffusé. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'on pouvait avoir le savoir le plus juste, le plus construit, le plus transparent, le plus honnête, le plus intéressant et qu'il ne s'agissait pas juste de le diffuser, qu'il serait donc pris en main, écouté, compris, entendu et qu'il porterait à conséquence dans la population. On a vu qu'il y avait quelque chose au milieu qui s'appelait la capacité à être intéressant, la capacité à être dans le bon rythme, la capacité à se faire entendre tout bêtement. Et donc, c'est pour ça que je dis d'abord, pour moi, une bonne communication scientifique aujourd'hui, c'est une bonne communication tout court, c'est-à-dire aussi, et on y reviendra peut-être, bien entendu, être clair, précis, apporter les éléments informatifs, mais aussi, finalement, prendre la peine, comme toute communication, d'arriver au bon moment, de s'exprimer dans le bon format, de partir peut-être de là où est notre interlocuteur et de savoir aussi s'adapter à la question qui nous est posée. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si ça vous répond, Sophie, à cette première question. Oui, ça répond très bien. Jamel, oui. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur en quoi la communication scientifique elle est importante pour le débat public. Alors, disons que avant le débat public, nous, il nous a semblé, et en essayant, et ce n'est pas fini, le retour d'expérience sur la crise, de repenser à tout ceci, à ce que nous avions collectivement, pas que l'INSERM, réussi à faire en matière de paroles scientifiques, et puis et à nos échecs, et ils sont nombreux. Je pense qu'on a tous compris qu'il y avait eu des résultats pour le moins mitigés en matière de communication scientifique. Avant d'être importante pour le débat public, il faut qu'elle soit importante pour apporter des réponses à ce dont les citoyens ont besoin. Donc, même pas avant de débattre, juste se dire notre utilité de communicants scientifiques, de paroles scientifiques, d'organismes scientifiques, on l'a vu pendant la crise, c'est d'abord être là pour répondre aux questions, aux inquiétudes, aux angoisses. Je crois qu'on était vraiment plutôt au niveau de l'angoisse et de l'anxiété pendant de longs mois pendant la crise. Donc, avant d'alimenter le débat, si déjà on pouvait essayer de répondre, d'apporter des éléments, parce que les questions n'étaient pas simples, et nous n'avions évidemment, et ça a été dit précédemment dans la matinée, pas toutes les réponses, mais déjà au moins combler certains besoins, étancher certaines soifs qui étaient pour le coup inextinguibles et évidemment aussi contribuer au débat. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, et quand je dis nous, là, c'est l'équipe communication au sein de l'INSERM. Donc, le département que je dirige, il y a un peu plus d'une vingtaine de personnes qui sont dédiées à la communication avec le grand public par nos réseaux sociaux, notre site web, nos magazines, etc., avec les relais d'opinion capitaux qu'ont été les journalistes et qui le sont encore, donc communication média, et avec, bien entendu, la représentation nationale, les parlementaires et nos dirigeants. Eh bien, nous, notre travail, ça a été déjà d'expliquer en interne et à nos scientifiques et à notre direction que avant de répondre par des questions, de dire ce que l'on sait, ce que l'on ne savait pas, de dispenser notre méthode scientifique, déjà, si on pouvait essayer d'apporter 2-3 éléments aux questions cruciales qui étaient alors, il est contagieux le virus par les enfants, alors les écoles, on les ferme pas, alors les masques, pas les masques, alors l'ARN, il modifie notre génome. Vous voyez, toutes ces questions où bien sûr, on n'avait pas l'entièreté des réponses, mais on pouvait au moins apporter quelque chose. Après le débat, pour toutes les matières où il y avait débat, et elles étaient nombreuses, bien entendu, là, il s'agissait d'apporter notre morceau de science. Mais vous voyez, déjà, j'essaye d'apporter dans la discussion 2 distinctions qui sont très clairement de l'information scientifique et de la communication scientifique. Et je crois que c'est une des grandes leçons qu'on a eues de la crise, c'est qu'il y a l'information, donc il y a ce qu'on sait et qu'on doit transmettre, d'accord ? Et puis il y a la communication, c'est
ce que l'on pense qui va être utile pour répondre aux questions qui nous sont posées, mais qui mérite en fait d'être, je dirais, empaqueté, pour obtenir employer un mot vulgaire, mais qui est important, de manière à être, c'est même pas compréhensible, mais pris en main, susciter l'intérêt et être utilisé par les gens qui nous posent des questions. Donc, vous voyez, je crois que on a dû tous faire, et c'est pas fini, et je crois qu'on a profondément changé tous. Hein. Je parle pour l'INSERM, mais je suis sûre que les collègues du CNRS, de l'INRIA en matière de numérique, ça, diraient la même chose, c'est qu'on a dû tous profondément changer nos méthodes de communication. Et en fait, je dirais, accepter d'en revenir à de la communication et pas juste de l'information qui se dispense, bien rangée, bien pliée et qui serait saisie et prise en main par les citoyens. Et justement, Karine, dans un monde de trop plein d'informations, quels sont selon vous les défis de la communication scientifique? Quelle est la place de la communication scientifique dans notre société? C'est la question, hein, je dirais, Sophie. Peut-être, je dirais, deux mots de notre expérience et de ce retour d'expérience de la crise. Moi, je crois qu'il y a deux choses qu'on doit essayer de collectivement installer. C'est la confiance. Bon, c'est peut-être un petit peu commun de dire ça maintenant, mais euh, inspirer confiance dans la parole et derrière cette parole-là, dans l'émetteur de cette parole, c'est-à-dire dans nos institutions publiques pour celles que je représente. Mais donc, installer une confiance dans cette parole, c'est capital. Installer, réinstaller, je dirais regagner, parce qu'on a bien vu que toutes les dissensions, tout le brouhaha avait fait du tort hein, collectivement à notre parole scientifique qui, et vous l'avez dit plus tôt, ça a été dit dans la matinée, n'a jamais été homogène, bien entendu, mais il y a la place pour la controverse scientifique dans la communauté scientifique. On a bien vu que quand elle traversait la communauté, qu'elle arrivait sur tous les plateaux télévisés, c'était plus de la controverse, c'était pour les gens citoyens que nous sommes tous à un moment sur certaines questions, c'était devenu un brouhaha. Donc la confiance. Et moi, j'introduis un mot que j'entends pas beaucoup, mais auquel nous croyons beaucoup, c'est de la visibilité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre parole collective, la parole de ceux qui avaient des éléments qui pouvaient apporter au collectif, n'a pas été assez visible. Et je crois que c'est une des leçons aussi que nous tirons, c'est que la visibilité, il faut la travailler. Et je dirais, et c'est là la grande leçon d'humilité, au même titre que n'importe quel émetteur dans notre semaine de citoyens. Et alors, qu'est-ce que c'est un émetteur dans notre semaine de citoyens? Eh bien, on en a plein hein, qui s'adressent à nous, qui nous envoient des messages, principalement, globalement, des marques. En fait, des marques qui font de la publicité, de la promotion et qui essayent de se frayer un chemin dans notre journée, notre semaine, notre mois pour nous dispenser leur message. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les efforts que nous faisons à l'INSERM depuis quelques années, mais vraiment, mais complètement accentués par la crise, c'est de se frayer un chemin dans la tête du citoyen, dans sa semaine, en ne partant pas du principe que comme c'est super important ce qu'on a à dire et que c'est super intéressant et que c'est super vérifié et que c'est super scientifique, ça l'intéresserait parce que ça n'est pas vrai. On le voit bien tous et tous les gens qui réfléchissent ici et qui travaillent sur ces questions, on voit bien à quel point la société a évolué, on voit bien et on peut remonter pour ça peut-être à l'après-guerre, à quel point la place de la science, mais aussi de la technique, et tout bêtement de la réflexion, du temps de lecture, du temps de pensée dans nos semaines à tous, à des niveaux différents selon nos métiers, mais néanmoins à tous, a complètement décru. Et je crois qu'il faut vraiment prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on essaye de parler, il faut se rendre compte à quel point il y a un embouteillage fou dans le nombre de messages qui essayent de se frayer un chemin vers notre esprit. Donc, je crois que la science aussi doit prendre ça en main. Et si on a le temps, je vous donnerai quelques exemples d'initiatives qu'on a pris, nous, depuis la crise, on entend souvent se mettre à hauteur de citoyens, que la science se mette à hauteur de la société. Ben, se mettre à hauteur, c'est avant tout accepter les règles du jeu, de jouer le jeu. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est le jeu d'une société dont l'intérêt pour la science a décru, dont la patience, dont le temps a décru, et donc pour lesquels il faut accepter de mettre en œuvre des méthodes, et je vais dire un gros mot, mais on y croit, des méthodes publicitaires.
Publicitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a quelque chose d'important à dire qu'il faut faire l'économie de se poser la question de comment je vais le dire, comment je vais réussir à intéresser, à quel moment les gens sont-ils les plus réceptifs, quels sont les formats qui aujourd'hui pourraient nous donner des chances d'être entendus. Donc vous voyez, là je dessine tout le travail qu'on commence tous à faire sur le fait qu'à un moment, il faut malgré tout travailler un emballage un petit peu différent. Et quand je dis emballage, comprenez-moi bien, c'est pas du tout critique, c'est juste se dire notre parole aussi, elle a besoin de se poser la question de comment peut-elle être au mieux entendue. C'est pas parce que c'est vrai, c'est pas parce que ça a été travaillé scientifiquement, c'est pas parce que c'est juste, c'est pas parce que ça a passé toutes les fourches codines de nos méthodes scientifiques, de nos reviews par les pairs, des magazines à comité de lecture que on va réussir à intéresser. Vous parlez de l'emballage et est-ce que dans le contenu, vous pensez que la science doit être vulgarisée pour être communiquée? Oui, alors bien sûr, Amel, mais moi, je n'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire vulgariser. Alors merci pour le rappel étymologique. Je comprends que c'est pour parler au peuple, parler peuples. Et c'est très intéressant d'ailleurs, la précédente présentation sur les parlers scientifiques. Bah, en fait, je crois qu'il faut accepter d'abandonner cette notion de communication scientifique. Encore une fois, j'y reviens, c'est juste parler, quoi, communiquer. Et donc, vulgariser, moi, je trouve que ça sous-entend qu'on aurait quelque chose d'hyper compliqué et qu'il suffit de le simplifier et ça passe. Pas du tout. En fait, pas du tout. D'abord, c'est souvent pas si compliqué. Parce que compliqué, ça ne veut pas dire multiplier les termes techniques, les termes de jargon. Ça veut dire avoir un raisonnement qui est difficile à suivre. Généralement, le raisonnement scientifique, il n'est pas si difficile à suivre pour quiconque est attentif. Et envie surtout. Et c'est ouvert l'esprit, l'espace de quelques minutes, quelques heures, pourquoi pas, à recueillir ce type de raisonnement. Donc, pour moi, vulgariser, c'est juste réussir à se faire entendre. Et je crois que c'est pas tant dans le contenu du message, hein, pour répondre à votre question, Amel, c'est pas tant dans le contenu que dans son format et dans le moment où on le dispense. Et surtout, j'introduis peut-être la notion que je suis sûre tout le monde connaît bien ici, et notamment tous les étudiants du master, la notion de l'émetteur. Qui me parle? Parce qu'on a vu, donc le contenu du message, ce que j'ai d'important à dire, très bien. Le format, le bon moment, je vous passe tous les développements sur les réseaux sociaux qui nous incitent à une parole plus courte, plus punchy, etc. Tout ceci, je crois qu'on commence tous à faire l'effort. Mais qui me parle? Quel est l'émetteur qui me parle, qui fait que peut-être il dira la même chose que ce que j'ai entendu par monsieur lambda sur les réseaux sociaux, mais que lui, je vais y porter attention et que je vais le croire. Et ça, ce n'est pas tant dans le fond du message que dans notre capacité, je reviens à la visibilité, à s'installer, par exemple, je prends l'exemple bien sûr de l'INSERM, comme un référent crédible, et on a vu tout à l'heure des développements sur le narrateur, enfin l'inverse, le narrateur non fiable, mais comme un narrateur fiable alors, qui peut répondre à la question que je pose. Donc, bien sûr, travailler le message, mais avant tout, travailler notre capacité à être crédible. Et ça, comment ça se travaille? Eh bien, en fait, au moment où nous avons une parole scientifique INSERM à dispenser. En fait, pour, on va dire exagérer un peu, mais pour imager, en fait, c'est déjà trop tard au moment où je parle. Si la personne n'est pas déjà un peu convaincue que ce que j'ai à dire, j'ai la crédibilité pour le dire, et c'est donc intéressant de tendre l'oreille à ce que j'ai dit. Donc là, j'introduis une notion qui nous est chère à l'INSERM, qui est le travail de la marque qui émet le discours, donc le travail de l'émetteur et de sa crédibilité. Et nous avons énormément évolué pour essayer de travailler notre trésor, hein, qui est notre marque INSERM, c'est-à-dire l'image que nous pouvons renvoyer auprès des gens, en se disant, ce qui serait bien, c'est qu'au fur et à mesure du temps, hein, et il faut du temps et de l'investissement aussi et beaucoup d'énergie, c'est que nous soyons vraiment un référent, parmi d'autres, bien sûr, mais un référent crédible, qui est que quand je suis citoyen lambda et que j'ai une question en santé et en sciences à poser, ou en sciences biomédicales, je me dis que ce n'est pas idiot, soit miracle, d'aller voir ce que l'INSERM a à dire, donc d'aller fureter sur son site, là, soit au moins quand il y a un chercheur ou une chercheuse INSERM qui me parle, ou un des dirigeants de l'INSERM, de me dire oui, ok, je vais tendre l'oreille parce que j'ai confiance. Donc là, vous voyez, j'ai introduit cette notion de marque. Une marque, ça se travaille. Une marque, ça s'investit. Une marque, ça coûte cher de la développer parce qu'il n'y a pas de raison, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que ça soit plus simple pour nous de se frayer un chemin, de gagner en crédibilité que
j'allais dire que n'importe quelle marque commerciale. Et pour pousser le trait, bien sûr, et débattre, eh ben nous, on part du principe qu'on joue à armes égales avec Nespresso, Livebox, Fiat, peu importe qui on est, pour se dire, ben voilà, si j'ai quelque chose d'intéressant chaque semaine à dire aux citoyens, et c'est le cas. Nous, en moyenne, on a une centaine de communiqués de presse par an, donc vous faites le calcul, ça en fait 2 par semaine, des vidéos de chercheurs sur tous les sujets qui peuvent être d'intérêt pour les gens. On en a des tonnes et des tonnes, on a une chaîne YouTube, on a un compte Instagram, donc vous imaginez, on émet un volume absolument conséquent, mais cette émission, elle est peine perdue si nous n'avons pas créé les conditions de sa réception. Voilà un peu le sujet moi, que j'aime bien débattre en tout cas, qui est que notre parole scientifique, elle peut être parfaitement pensée, adéquate, opportune. Elle doit, comme tout le monde, permettez-moi le mot trivial, nous sommes entre nous, ramer un peu pour se frayer un chemin dans nos esprits occupés. Et justement, vous nous parliez des différents médias que vous utilisiez au sein de l'INSERM. Du coup, comment les médias sociaux, qui sont les lieux d'information pour beaucoup, on le sait aujourd'hui, peuvent-ils être utilisés pour améliorer la communication scientifique ? Oui, merci Sophie de cette question. On a énormément, comme d'autres, travaillé sur ça, puisque voilà, on l'a bien vu, c'est aussi par les médias sociaux qu'arrivent les difficultés. Mais à l'inverse, c'est comme ça qu'on peut se faire entendre. Donc, je vais vous donner 3 exemples de choses que nous développons depuis la crise. Nous avons monté une série de contenus audiovisuels au début, et donc des vidéos, et puis maintenant des billets écrits, que l'on a labellisés sous le nom de Canal Détox. On l'a appelé le Canal Détox. Donc, c'est un ensemble de contenus scientifiques produits par l'INSERM qui prétendent répondre à toutes les questions, toutes les inquiétudes et toutes les rumeurs ou fake news, comme on dit maintenant, que nous entendons circuler en matière de santé. Donc, Canal Détox, aujourd'hui, c'est plus de 40 vidéos et billets que nous écrivons avec nos chercheurs, bien sûr, chaque semaine, chaque mois pour les vidéos, et que nous mettons en ligne sur notre chaîne YouTube, qui compte 250 000 abonnés, sur notre compte Twitter, qui en compte 160 000, sur notre compte Facebook, sur notre chaîne Instagram, notre compte Instagram. Donc, bref, on utilise tous les réseaux sociaux et qui sont assez nombreux. Les chiffres que je vous livre, quand vous comparez aux organismes comparables, on est très bien placé sur les réseaux sociaux pour cette raison-là, qui est qu'on a donc cette série, vous regarderez si vous avez curiosité à la fin de la journée, Canal Détox, qui peut parler de alors les régimes miracles, vrai ou faux, alors les tests de QI, est-ce qu'ils sont correctement bâtis, bien entendu sur la Covid, alors est-ce que oui ou non les enfants sont transmetteurs ou pas, est-ce que l'ARN messager est un danger, mais aussi des questions, enfin toutes les questions qu'on voit passer, est-ce que les écrans favorisent l'autisme, c'est des choses qui ont beaucoup circulé, est-ce que alors monkeypox, donc la variole du singe, qu'est-ce qui se passe, mais aussi l'éco-anxiété, où en sommes-nous, vous voyez vraiment tous les sujets, ils sont vastes, ils sont nombreux, des plus fondamentaux en matière de recherche comme l'ARN jusqu'au plus simple, les cures détox avant Noël ou après Noël, est-ce que ça sert, vous voyez, on essaie vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui passe et d'apporter cette parole scientifique, mais dans un format, Canal Détox, ça se veut 4 minutes, une question ou une rumeur, etc., et une parole de chercheur, mais qui se veut ludique. Deuxième initiative qu'on a pris, on a monté une cellule riposte. La cellule riposte, c'est maintenant 120 de nos chercheurs INSERM. Alors INSERM, mais pas que, parce que vous savez, nous sommes toujours en collaboration avec l'université, avec le CNRS. Donc nous avons aussi des chercheurs d'ailleurs de Sorbonne Université dans notre cellule riposte qui acceptent, sur signe de la direction de la communication, de répondre à une question de journaliste. Donc là, c'est en direction des médias, la cellule riposte, dans la demi-journée suivant le moment où la question nous est posée. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que quasiment toutes affaires cessantes, ces chercheurs et chercheuses, évidemment parallèlement très occupés par leur recherche, acceptent de considérer une question de journaliste, probablement une question de journaliste qui viendra de rumeurs entendues ou de fake news, et d'apporter une réponse construite scientifique à l'état de l'art de ce que c'est l'INSERM sur ce point-là. Ça, c'est très important parce que c'est un des gros retours d'expérience qu'on a eu aussi de la crise, c'est que notre parole scientifique, au début, en tout cas, elle avait un problème de rythme, de tempo. Nous ne répondions pas assez vite aux inquiétudes parce que, bon, vous savez très bien, le temps de la science, le temps, etc. La réalité, c'était que le temps des médias, et ça a été très bien redit ce matin, il est un petit peu dans l'immédiateté. Donc, si vous n'arrivez pas à répondre en 4 heures, eh ben, c'est tant pis. D'autres personnes répondront
et peut-être moins bien. Donc, on a cette cellule riposte qui marche très bien aujourd'hui. On était tellement abasourdis du niveau de réponse de nos chercheurs qui, en quelques jours, ont répondu présent. Donc, elle est encore active et on s'en sert tous les jours pour devenir, on l'espère, un label de qualité aussi aux yeux des journalistes qui fait que quand ils ont une question, généralement maintenant, ils commencent à se dire, tiens, je vais peut-être poser la question à l'INSERM. Mais parce qu'on leur a garanti quand même une forme de réponse rapide. Donc, ça, c'est la deuxième initiative. Et la troisième, puisque votre question portait sur les réseaux sociaux, on a fait des partenariats, on en a fait 2 différents. Un partenariat qu'on commence avec des influenceurs qui ont une formation scientifique, qui sont intéressés par les sciences, mais qui ont une communauté auprès de qui dispenser ces savoirs. Donc, on a notamment un partenariat avec Type Science, qui est un influenceur, un très jeune scientifique avec qui nous travaillons et qui nous pose des questions, relaie nos réponses et qui nous permet de toucher, vous vous en doutez, une population de jeunes adultes qui n'a pas particulièrement d'appétence pour la science, qui n'a pas beaucoup plus de temps que les autres, mais qui est dans cette communauté-là. Et puis, nous avons, alors ça c'est pour tout le monde, fait un partenariat avec le groupe TF1. Pourquoi TF1? Et on a d'autres médias avec qui nous sommes partenaires, il ne s'agit pas là ici de faire de la publicité, mais partant du principe que la science, il fallait aussi qu'elle soit disponible auprès de tous et qu'elle sache peut-être sortir de ces sentiers battus, de ces canaux habituels, et qu'il fallait aller là où sont les gens. Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télé, qui regardent les multiples chaînes de ce groupe. Donc, nous avons un partenariat avec leur cellule qui est dédiée aux fake news, qui fait que quand ils repèrent parmi leurs auditeurs une fake news récurrente, eh bien, c'est l'INSERM qui répond. Vous voyez, c'est pour vous donner un peu l'idée de tous les efforts qu'on a essayé de faire en direction de cette sphère social media et derrière ça, des efforts de rythme, tout bêtement, de rythme de réponse scientifique. Je vais reprendre une question qui est arrivée dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande, selon vous, est-ce aux chercheurs-chercheuses de réaliser cet emballage et d'être formés à cela ou à des professionnels de la communication? Je vous remercie, Amel, de la question. Et je vois, là, j'ai pas eu le temps, je vois des protestations aussi sur cette vision marketing de la communication scientifique. Je comprends très bien et j'ai employé les mots à dessein. C'est complémentaire. Attention, je veux dire, nous, on ne fait rien sans nos chercheurs. D'abord, on n'est rien sans nos chercheurs et on ne fait rien. La communication, elle ne fait que trouver les meilleurs moyens de leur faire traverser les barrières. Donc, l'initiative Canal Data dont je vous parle, c'est qu'une parole de chercheurs. Ce sont nos chercheurs et chercheuses qui parlent. Notre cellule riposte, vous l'avez compris, ce sont des chercheurs. On a édité un livre, je vous le montre, j'avais prévu de vous l'apporter à Sophie Hamel, mais je vous l'adresserai bien sûr, qui s'appelle Fake News. Donc, c'est édité par l'INSERM, mais c'est un peu plus de 100 billets qui détricotent des fake news sur tous les sujets et qui apportent la réponse INSERM. Vous vous doutez bien, la réponse INSERM, c'est la réponse de nos chercheurs. C'est juste que c'est complètement complémentaire avec ce qu'on appelle traditionnellement la médiation scientifique, qui est la parole directe du chercheur à un auditoire sur le terrain, qu'il soit scolaire, qu'il soit en labo. On a besoin, pour des raisons de visibilité et de volume de la communication. Donc, nous, on est vraiment en complémentarité, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de se substituer, il s'agit juste de donner le plus de poids à notre parole qui, avant tout, commence et finit par une parole de chercheur. Alors, merci beaucoup, Karine, pour ces informations qui sont très pertinentes. On retient du coup de cet échange que la vulgarisation aujourd'hui, elle ne suffit plus. Que la communication scientifique, c'est parler en tant qu'émetteur, au bon moment, au bon format. Et il faut rencontrer là où les gens se trouvent. Il est important aussi d'inspirer la confiance, renouveler la confiance dans la parole scientifique qui a été bien bouleversée ces dernières années, comme vous avez pu le rappeler malheureusement. Il faut être crédible. Et du coup, actuellement, il y a vraiment une véritable importance de combler des besoins grâce à vos interventions, les scientifiques, les journalistes, les organisations institutionnelles, pour apporter des éléments de réponse aux questions cruciales que se pose la population. Donc, c'est une manière de rencontrer les gens et de pouvoir inspirer la confiance. Et puis également, il faut être visible, être une marque émettrice, ce langage marketing qui peut disrupter, qui peut gêner et gratouiller un petit peu, mais
c'est important de faire sa place en fait dans cet océan rouge d'informations, ce qu'on appelle l'infobésité aujourd'hui, hein, c'est depuis des années. Et donc, il faut être intéressant avant d'être intéressé, répondre aux questions avant de pouvoir amener d'autres sujets. On vous remercie beaucoup, Madame Delrieux. Merci à tous. Le débat peut évidemment continuer, surtout avec ceux que mes propos ont peut-être un petit peu secoué sur la partie marketing. Je suis à la disposition de tout le monde et je réponds juste à une question qui a été posée. Le livre est disponible en librairie pour 14 €, mais tous ces contenus sont gratuitement disponibles sur le site de l'INSERM. Évidemment, nous sommes organisme public, donc l'accès à l'information doit être gratuit aussi. Donc, tous les billets sont sur inserm.fr. Merci pour votre invitation et merci pour ce début de dialogue. Merci beaucoup, Madame Delrieux. C'était vraiment passionnant et ça croise des interrogations qu'on a, nous, à l'Espace éthique Île-de-France sur la communication, et notamment quand on s'est posé la question de la communication en direction des journalistes. Voilà, on a souvent affaire à des journalistes. On fait un peu de relations presse et justement, on a essayé de se définir comme une plateforme de ressources. On ne défend pas une position, on ne défend pas une opinion, mais on peut permettre aux journalistes, de les rediriger vers des personnes compétentes, des scientifiques, des chercheurs en sciences humaines, des praticiens hospitaliers, des médecins, des infirmières, qui connaissent bien certains sujets, voilà, qui peuvent intéresser les journalistes. Et puis la deuxième, ce qu'on fait aussi avec les journalistes, c'est de se placer en tant que plateforme de ressources et d'informations pour donner de l'intelligence au débat. Et donc être en position de donner les différentes manières d'envisager un débat, les différentes manières de considérer une question. Ça peut aller de l'édition du génome à la fin de vie, en passant par la PMA, en passant par la limitation et arrêt de traitement, en passant par énormément de questions, l'inclusion des personnes en situation de handicap, etc. Donc, en gros, nous, on est à l'Espace éthique un carrefour. Et je vois que chaque institution scientifique ou chaque institution de recherche doit faire ce travail de définition. Voilà, quelle est notre position dans le champ du débat public, dans le champ de la communication, dans l'espace public? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Voilà. Et je pense que Karine Delrieux nous a transmis les réflexions qui ont été menées à l'INSERM sur cette question. Et voilà, je la remercie, c'est très intéressant. Moi, j'avais peut-être des interrogations sur le rôle des scientifiques. Est-ce que les scientifiques se prêtent facilement à ce jeu de la communication? Est-ce qu'ils ne sont pas nécessairement formés pour ça? Mais je pense que c'est des questions qu'on va pouvoir aborder durant la table ronde sur la communication scientifique, sur un dialogue possiblement cassé entre sciences et société. Alors, je remercie beaucoup Sophie et Amel pour cet entretien mené de main de maître. Et je passe à présent la main à Nicole Vassena et Jisuk Jung pour l'animation de la table ronde. Voilà, elles vont nous présenter un peu les tenants et les aboutissants de cette table ronde et les différents intervenants. Je vous laisse la parole.